Bonjour, Hélène Larue, interne en hépatogastro-entérologie. Bonjour professeur Perron. Bonjour Hélène. Je vous propose de revenir sur les points clés des communications orales sur la thématique du carcinome hépatocellulaire. Très bien. Donc tout d'abord, Aurélie Beaufrère nous a présenté son travail sur les mutations du promoteur TERT, identifié comme marqueur moléculaire d'entrée dans la carcinogénèse hépatique. Donc dans son travail, 81% des carcinomes hépatocellulaires étaient mutés pour TERT et 31% des nodules dysplasiques l'étaient. La mutation de TERT avait une AUC à 0,84 pour identifier le carcinome hépatocellulaire sur un nodule dysplasique. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation systématique de l'identification de cette mutation sur les biopsies d'un nodule n'étant pas typique de CHC? Oui, c'est une belle présentation. Alors il y a un message très simple, c'est que cette recherche de mutation se fait sur un prélèvement classique, donc c'est fixé en paraffine. Donc biopsie de routine. Et le deuxième point important, c'est que ça permet de diagnostiquer des carcinomes hépatocellulaires sur des nodules en dysplasie. Donc ça permet de reclasser, par exemple, un patient qui aurait un nodule en dysplasie de bas grade. S'il a une mutation du promoteur TERT, il est classé en carcinome hépatocellulaire et il faut faire un traitement adapté au carcinome hépatocellulaire. Donc c'est, je trouve, une communication très intéressante sur le diagnostic du carcinome hépatocellulaire. D'accord, très bien. Ensuite, Manon Allaire nous a présenté donc un travail très intéressant sur l'évaluation des critères de Baveno 6 et 7 pour l'identification de l'hypertension portale cliniquement significative, mais chez les patients cirrhotiques atteints de carcinome hépatocellulaire. Et son travail a montré que les critères à la fois de Baveno 6 et 7 ne permettaient pas d'écarter de manière certaine une hypertension portale cliniquement significative chez ces patients-là. Que pensez-vous du dépistage de l'hypertension portale cliniquement significative? Doit-elle rester systématique chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire? Oui, alors là, il y a aussi un message très simple, c'est qu'on ne peut pas adapter les critères de Baveno 7 sur des patients qui ont une cirrhose avec un carcinome hépatocellulaire. En tout cas, on peut essayer, mais ce papier montre que ce n'est pas très fiable. Donc l'idéal, c'est de faire une endoscopie. Message simple, tout patient chez qui on diagnostique un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose doit avoir une endoscopie, en particulier avant de débuter un traitement par immunothérapie. Donc l'endoscopie garde toute sa place pour le diagnostic d'une hypertension portale significative chez ces patients. Très bien. Claudia Campani nous a ensuite parlé de la variation précoce, donc les 3 premières semaines du début de traitement par atezolizumab, bevacizumab, de l'alpha-fétoprotéine sérique, donc chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire avancé. Et donc la diminution précoce du taux d'alpha-fétoprotéine sérique d'au moins 20% était prédictive de la survie globale et de la survie sans progression. Est-ce que vous avez un commentaire à apporter? Oui, on sait depuis longtemps que le taux d'alpha-fétoprotéine est un facteur pronostic essentiel dans le carcinome hépatocellulaire. Ça a été démontré avec tous les traitements, et en particulier avec le sorafenib par exemple. On sait que si on a une diminution de l'alpha-fétoprotéine assez précoce, on a une amélioration de la survie. Et là, ce papier montre très bien qu'au cours des traitements par atézo ou beva, donc l'immunothérapie, si on a une diminution après 3 ou 4 cycles d'immunothérapie de l'alpha-fétoprotéine, c'est un facteur prédictif de survie. Donc c'est rien d'étonnant, mais je pense que ça permet de renforcer l'idée que c'est important de suivre ces patients en faisant le dosage de l'alpha-fétoprotéine. Donc c'est un marqueur pronostic qui a toute sa place. Très bien. Lucia Parlati nous a ensuite parlé des risques de carcinome hépatocellulaire chez les patients atteints de diabète de type 2. Donc cette étude réalisée sur une cohorte nationale française entre 2011 et 2020 à partir des données PMSI. Et donc elle a montré que l'incidence du carcinome hépatocellulaire dans cette grande cohorte était de 1,49 pour 1000 patients année, et que les facteurs associés au risque de développement de CHC étaient évidemment l'alcool, l'obésité et les hépatites virales. À partir de ces résultats-là, comment pourrions-nous adapter l'amélioration de la prévention du carcinome hépatocellulaire dans la population générale? Oui, alors là c'est très intéressant également. Donc on sait que les diabétiques de type 2 sont à risque
d'hépatopathie chronique, par exemple par le biais de la NASH. Donc là, c'est une grande cohorte qui montre clairement que la consommation, moi je vais revenir sur la consommation d'alcool. La consommation d'alcool, c'est un facteur de risque du carcinome hépatocellulaire chez les diabétiques de type 2. Donc c'est très important lorsqu'on a un patient diabétique de type 2, donc ça c'est un message à faire passer au diabétologue, d'interroger le patient sur la consommation d'alcool et d'essayer d'obtenir qu'il n'y ait pas de consommation d'alcool chez ces patients. Je crois que c'est un message simple, mais qui est très important. D'accord, donc consommation zéro. Consommation zéro pour les diabétiques de type 2. Très bien. Enfin, Mohamed Bouatour nous a présenté donc, les résultats de cette étude clé, Topaz 1, une étude de phase 3 randomisée en double aveugle. Donc durvalumab plus GEM6 versus placebo plus GEM6 dans les cancers des voies biliaires avancées, donc cholangiocarcinome intra-extra-hépatique et carcinome de la vésicule biliaire. Et le résultat principal était cette amélioration de la survie globale médiane, 12,8 mois versus 11,5. Également de la survie sans progression, sans réel effet indésirable notable. Oui, c'est vrai. Alors là, pour moi, c'est le papier le plus important de la session. C'est très important parce qu'on a été longtemps sur des traitements par chimiothérapie, gemcitabine cisplatine pour le cholangiocarcinome avancé. Et là, ça va être un nouveau standard. On ajoute l'immunothérapie, on a un gain de survie. Donc très rapidement en France, le nouveau standard du traitement du cholangiocarcinome au stade avancé, ça va être l'association immunothérapie et chimiothérapie, avec une immunothérapie qui est très bien tolérée. Donc c'est vrai qu'on rajoute les potentiels effets secondaires de l'immunothérapie, mais qui, en monothérapie comme ça, c'est faible. Et donc je pense que c'est très important. C'est le point, le scoop en quelque sorte du congrès pour moi. Nouveau standard dans le traitement du cholangiocarcinome. Très bien. Je vous remercie pour vos commentaires. Merci Hélène.